Bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Afrique sur Medi 1. La liberté est un des facteurs essentiels de l'innovation et donc de la progression technologique. De nos jours, on ne peut plus se passer d'Internet. Un outil important pour les jeunes et les adultes. D'ailleurs, beaucoup d'acteurs du numérique utilisent ce moyen de communication pour divulguer des informations qui parfois dérangent les pouvoirs publics. En Afrique, par exemple, certains pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire misent sur l'encadrement du travail des acteurs sur Internet. Comment encadrer les fonctions des acteurs du numérique tout en bâtissant un espace de confiance en Afrique? Quelles sanctions pour les personnes qui transgressent les règles qui protègent le droit du respect à la vie privée? On en parle avec nos deux invités sur ce plateau. Mamadou Ciss, juriste, expert formateur à l'école d'art oratoire et de leadership. Je suis ravie de vous avoir sur ce plateau. Très heureux également, Madame Sirmi, d'être avec vous sur ce beau plateau qui témoigne encore une fois du développement de l'Afrique de manière générale et surtout de cette frange de ce continent, c'est-à-dire la jeunesse africaine, qui aujourd'hui est sur ce plateau pour discuter du développement de l'Afrique à travers le numérique. Et très heureux d'être avec mon ami Issa, qui est un spécialiste de la matière. Vous l'avez dit, Issa Touré, vous êtes spécialiste en transformation digitale, également manager de Azerty Informatique, une agence spécialisée dans la transformation digitale des entreprises. Merci d'être là. Je suis très content, merci beaucoup, merci encore pour l'invitation. Je pense qu'en fait, c'est des sujets qu'il faut très souvent poser, mettre sur le débat public afin que les acteurs de l'écosystème puissent les poser, puissent apporter des changements là-dessus. Et je suis très content qu'on puisse aborder beaucoup de plans et je suis aussi très heureux d'être avec mon ami aujourd'hui, Mohamed Ciss, et aussi d'être ici aussi à Medi 1 Afrique. Merci beaucoup. Alors, l'entrepreneur, l'inventeur ou encore d'autres acteurs numériques s'expriment librement sur Internet. Et quelle appréciation faites-vous justement de leur travail actuellement? Le principe d'Internet, c'est le principe de la neutralité du net, ce qu'on appelle le net neutrality. Ça veut dire qu'en fait, on a l'État, on a les organisations sociales et on a les gens qui sont dans le numérique. Les gens qui sont dans le numérique sont animés d'un principe principal, c'est le principe de la liberté. Donc Internet a été bâti pour permettre aux gens d'avoir la parole. Principalement, quand on parlait d'Internet à la base, on avait trois types d'Internet. Le premier, c'est le Web 1. Donc on avait Netscape, on avait MSN, c'était des outils qu'on utilisait tous les jours pour discuter, etc. Mais on n'avait pas la main là-dessus, on ne pouvait qu'utiliser ces outils-là. Et on avait cet agenda qui a été fait par la multinationale. Ensuite, maintenant, on est parti sur la Web 2, donc ce qui est l'exemple de Google, de Facebook, de Twitter, etc. Ou dans lequel on a du user-generated content. Ça veut dire que le contenu qui est consommé à l'intérieur, c'est du contenu qui a été produit par des utilisateurs eux-mêmes. Et s'il y avait beaucoup de restrictions, les gens n'auraient pas cette liberté de pouvoir être libres sur les réseaux sociaux, de pouvoir publier leurs avis, de donner leurs impressions, de donner des informations sur eux-mêmes et de pouvoir les supprimer quand ils veulent. Ensuite, maintenant, aujourd'hui, depuis 2014, on assiste à une nouvelle ère d'Internet, c'est la Web 3, où maintenant les données appartiennent à l'utilisateur. Il y a eu beaucoup de problématiques qui ont été faites avec Facebook ou autre chose qui a été invité à cause des problèmes de données personnelles. Mais il faut juste se dire aujourd'hui qu'on est très content que l'Internet fasse une nouvelle mutation et que maintenant, tous les gens qui sont des acteurs numériques aient beaucoup plus de liberté. Donc, je suis quelqu'un qui milite quand même pour cette liberté-là des gens au niveau d'Internet. Alors, vous l'avez dit, beaucoup plus de liberté, mais on remarque quand même des extrêmes. Même si Internet est un espace de liberté d'expression, comment aujourd'hui éviter ces extrêmes? Vous savez, comme je pense l'a dit Issa, Internet permet la démocratisation déjà. La démocratisation, je crois que ce n'est pas seulement de l'expression, ce qu'on appelle la liberté d'expression, mais je pense aussi que c'est la créativité. Et cette créativité a permis aujourd'hui à beaucoup d'Africains d'être autonomes. Et je crois même parfois que l'Internet, c'est un outil qui est venu réparer des injustices. Puisqu'on a parlé de la fracture numérique qui a existé tout le temps dans le monde entier. Mais aujourd'hui, grâce à ces possibilités qu'offre Internet, les jeunes Africains commencent à véritablement reprendre la main dessus. Mais dans chaque chose, il ne faut pas non plus y aller avec excès. Et ce sont ces excès-là, malheureusement, qui souvent, à partir d'utilisations non maîtrisées, poussent certaines personnes à s'adonner à des pratiques qui sont répréhensibles. Et c'est la raison pour laquelle il faut que les États africains plutôt, accompagnent cette transformation-là digitale, cette transformation même, je devrais dire, holistique, qui ne prend pas seulement la transformation digitale, mais la transformation de la manière de faire, la manière de consommer, la manière d'être. Et tout ça doit être accompagné, encadré. Pourtant, beaucoup d'États africains misent sur la répression. Vous dites qu'il faut d'abord les accompagner. Je pense que réprimer quelqu'un
c'est tout simplement ne pas comprendre la sociologie de la personne. Parce qu'avant de réprimer, il faut d'abord comprendre le pourquoi on cause ces aspects-là. Et souvent, avec de la pédagogie, avec des explications réelles, avec un accompagnement encadré, on peut parfois éviter certaines dérives. Souvent, les gens, et ça donne même parfois des infractions qu'ils ne comprennent pas. Et vous savez, si on prend un peu le cas de l'Internet et de la législation, par exemple, Internet, c'est différent des autres aspects. Parce qu'avant, on créait des lois, on mettait en place une réglementation en Afrique avant qu'on ne commette l'infraction. C'est-à-dire l'infraction était déjà prévue, on anticipait dessus. Or, Internet, c'est un outil qu'on ne peut pas anticiper. Ce qui est créé aujourd'hui, demain, peut être dépassé par d'autres choses, d'autres nouveautés. On parle aujourd'hui, par exemple, de l'intelligence artificielle, mais ce que l'intelligence artificielle est capable de faire, on ne peut pas le quantifier. On est obligé tout simplement d'essayer d'encadrer, mais on ne peut pas anticiper sur les différentes infractions qui vont venir. Et quand on arrivera au type des infractions sur la cybercriminalité, par exemple, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont même être créées aujourd'hui en termes d'infractions qui n'existaient pas il y a 2 jours. C'est pourquoi il est extrêmement difficile de réprimer sur l'Internet, mais le mieux, c'est de faire de la pédagogie. Accompagner les gens, les consulter, leur faire comprendre que parfois certaines pratiques peuvent nuire à la fois à leur image, mais aussi on va parler de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a annoncé la modification prochaine de la juridiction sur la presse et l'audiovisuel. L'objectif, c'est encadrer les fonctions des blogueurs, des influenceurs et activistes sur la toile. Que pensez-vous de telles initiatives? Alors moi, je pense que l'encadrement peut être vu de 2 manières. Il y a sur le plan juridique, s'il sera bien sûr abordé. Mais moi, je parle principalement de l'encadrement au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a de nouveaux métiers qui se créent aujourd'hui sur Internet. Ce qu'on ne pensait pas que ça puisse exister ou que ça fasse sérieux, comme quelqu'un qui est un blogueur, quelque chose que l'on fait avec passion, est devenu un métier dans la globalité. Donc chaque jour, on a des gens qui sont des designers, des gens qui sont des UX, des gens qui sont des data analytics, des gens qui sont dans l'intelligence artificielle. Moi, ça me fait sourire tout à l'heure parce que j'ai fait mon doctorat en intelligence artificielle. Et j'avais donné une conférence à Dakar Sciences Po où le sujet, avec plaisir avec le professeur Maïtaounian, où le sujet était l'intelligence artificielle et les décideurs politiques. Parce que la problématique principale dont on s'est rendu compte, c'est que les gens qui sont des décideurs politiques sont dépassés par la nouvelle technologie. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc quand on voit qu'ils invitent des gens comme nous, souvent ils posent des questions où on sent qu'ils n'ont pas vraiment fait de recherche. Donc il y a un décalage entre les décideurs, des gens qui sont dans les politiques publiques, et les gens qui sont dans une immersion au niveau sur le plan digital. Et ce qu'il faudrait, même quand on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y ait un dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Les gens n'invitent pas les gens qui sont imprégnés sur le plan numérique pour qu'au moins qu'on puisse les aider et les accompagner sur ça. Et que maintenant, il faut qu'on évite de tomber sur un piège. Un piège qui a l'habitude de venir en Afrique. C'est cette volonté de toujours vouloir réprimer et de bloquer Internet car ça n'arrange pas l'État. Est-ce que les blogueurs ivoiriens, que ce soit les influenceurs ou activistes, devraient craindre par là une restriction de leur liberté? Oui et non. Pourquoi oui et non? Parce qu'aujourd'hui, le premier non, c'est parce qu'en fait, si on bloque ton compte, tu peux créer un autre compte. Tu peux créer un autre compte et tu as la possibilité d'en créer des millions et d'être de nouveau visible dans la mesure où tes followers te suivent, dans la mesure où tu as encore une audience. Oui, parce qu'ils ont la possibilité de pouvoir bloquer certains de ta visibilité parce qu'ils peuvent discuter avec, faire une annonce à Facebook, etc. Et il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup d'organismes qui ont reach out Facebook. Nous, on travaille depuis 4 ans avec Facebook, qui ont reach out Facebook pour leur dire, écoutez, est-ce que vous pouvez bloquer ce compte-là? Et maintenant, ils ne peuvent pas parce que le principe de base des GAFA, le principe de base des réseaux sociaux, le principe de base des outils d'Internet, c'est qu'ils ont fait un contrat avec l'utilisateur pour lui dire qu'on te garantit la liberté et tu as la possibilité de continuer à exercer tes activités comme tu veux. Maintenant, malheureusement, il y a beaucoup d'effets négatifs sur ça parce que prenons l'exemple de quelqu'un qui a un discours haineux. Un discours qui cible une certaine ethnie ou un certain groupe social et tu as des implémentations qui sont très graves. Je vais donner deux exemples. Il y a le cas du Myanmar et il y a le cas de l'Égypte. Aujourd'hui, il y a le cas de l'Éthiopie plutôt. Le conflit en Éthiopie, par exemple. La raison pour laquelle ça a explosé, c'est parce que les gens ont utilisé 0.facebook.com, qui est un outil de communication gratuit d'utilisation de Facebook, donc tu peux avoir Facebook gratuitement sans avoir les images, pour faire du hate speech, c'est-à-dire qu'en fait du contenu haineux vers une population où tu avais une possibilité de pouvoir l'éteindre à un plus grand nombre. Donc il y a un problème qu'il faudrait régler sur ça, et je pense que l'État a son travail à faire. Est-ce que justement encadrer le travail de ces professionnels ne signifierait pas quelque part une atteinte à la liberté d'expression? Vous savez que
il y a une expression juridique qui dit votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Exactement. La liberté ne veut pas dire du libertinage, parce que le libertinage est liberticide. Exactement. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a deux acteurs dans le numérique. Je pense qu'il y a d'abord les créateurs de contenu et il y a aussi les utilisateurs. Les créateurs, ce sont les entrepreneurs, les start-upers qui, comme mon ami Insa, est dans le secteur et les spécialistes de la digitalisation, il crée ses projets dans le digital. Et il y a d'autres qui l'utilisent, qui utilisent ces outils qu'il crée. Parce que lui, il est fournisseur souvent de solutions et nous, nous sommes utilisateurs de ces solutions-là. Donc il y a l'encadrement au niveau des deux côtés. D'abord, le premier, c'est le créateur. Parce que quoi qu'on puisse dire, l'entrepreneuriat digital devient aujourd'hui une locomotive qui peut booster l'Afrique. Donc ces gens-là ont besoin d'être accompagnés, à la fois sur le plan juridique, mais surtout sur le plan fiscal. Parce que souvent, vous ne pouvez pas non plus, par exemple, au Maroc, créer une entreprise. Et dès que vous créez l'entreprise, on vous demande de verser des SMIC, de verser des fiscalités qui souvent vont plomber votre business, alors que vous n'avez pas encore atteint la vitesse de croisière. Est-ce que tous ces entrepreneurs-là ont une idée de ce que vous êtes en train de dire, toutes ces informations-là, avant même de créer son Malheureusement, entreprise? On dit souvent en droit que nul n'est censé ignorer la loi, mais sauf que les gens n'ont pas accès souvent à ces informations-là. Qu'il y a une fiscalité à payer, il faut respecter certaines normes. Parfois, les gens n'ont pas accès au droit, n'ont pas accès à la législation et surtout l'aspect fiscal. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'États africains, au Kenya, au Malawi, les gens, ils essaient d'accompagner ces entrepreneurs-là. Même au Sénégal, il y a une loi qui a été adoptée sur les start-upers. On attend jusqu'à présent la loi, le décret d'application qui n'arrive pas à être pris. Nous ne savons pas pourquoi. Mais c'est pour accompagner les gens qui sont dans le secteur du numérique, les permettre de pouvoir atteindre leur vitesse de croisière et créer de l'emploi. Parce que aussi, quoi qu'on puisse dire, le premier problème des Africains, c'est l'emploi. Or, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que d'ici 2025, le business dans le numérique peut créer jusqu'à 180 milliards de dollars, 180 milliards de dollars en termes de bénéfices en Afrique. Et créer plus de 2 millions, actuellement, il y a plus de 2 millions de postes directs et indirects qui travaillent sur le numérique. Donc ces gens-là, ils ont besoin d'être accompagnés. L'autre aspect, ce sont les utilisateurs, c'est-à-dire les consommateurs. Vous savez, quand quelqu'un part à la boutique, achète un produit, il pense que le produit est bon. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord les services qui sont censés passer pour vérifier est-ce que le produit a atteint son limite plus tôt ou pas. Tout ça, c'est quelque chose de fondamental. Bon, ça limite plus tôt. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Quand la personne sait que le produit n'est pas périmé, c'est parce qu'il y a des services qui sont passés voir est-ce que le produit a été périmé ou pas. C'est la raison pour laquelle les gens qui utilisent Internet, ils vont de manière volontaire. Ils se disent que bon, l'État a pris les gardes fous, a pris les mesures nécessaires pour que la personne qui utilise le numérique, utilise le digital, est déjà sécurisée. Donc les gens l'utilisent de manière parfois, non pas naïve comme le feront comprendre certains, mais de manière volontaire parce qu'ils considèrent que l'État les protège. Et malheureusement, l'État lui-même, il est dépassé souvent. Alors, je voudrais bien rebondir sur ce que vous dites. Je vais quand même m'adresser à vous, Monsieur Touré. Vous êtes spécialiste en communication digitale. Dites-nous comment aider ces entrepreneurs sénégalais en particulier et africains en général afin qu'ils puissent élargir leur marché. Alors, il faut faire une petite compréhension. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite physique. Chaque personne a la possibilité aujourd'hui de s'exécuter dans des marchés différents. L'exemple que je peux prendre, c'est un exemple parce que j'ai entendu ça tout à l'heure. C'est un travail que nous, on est en train de faire au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ne parviennent pas à trouver du travail. Ils ont leur diplôme, mais la spécialité qu'ils ont eu à faire ne leur permet pas de trouver du travail parce que ça n'a pas été réglementé. Déjà, c'est une question sur comment est-ce qu'on intègre les nouveaux métiers dans la législation et dans la réglementation au niveau des métiers. Donc, on a créé une plateforme qui s'appelle Freelance, donc Reyes le sait. Cette plateforme est composée principalement à près de 65% d'Ivoiriens, alors que ça a été créé au Sénégal. Pourquoi est-ce que maintenant des jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont des community managers, peuvent exécuter des prestations sur des gens qui sont en Lituanie ou sur des gens qui sont en France? Vous voyez qu'aujourd'hui, maintenant, on n'a plus cette limitation. L'État a son travail à faire parce qu'il doit y avoir beaucoup plus de collaboration. Il est très rare de trouver que l'État du Sénégal et l'État ivoirien collaborent sur le plan du numérique. C'est très rare de trouver que les États collaborent sur ça, alors qu'ils collaborent sur le plan économique, sur le plan de la sécurité, etc. Donc ça, c'est déjà une problématique sur laquelle il faut travailler. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut mettre en relation les écosystèmes. Je suis au Sénégal, je suis développeur web, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'aider les incubateurs, d'aider les organismes qui aident les entrepreneurs à ce que, sur le plan sous-régional, que les gens se connectent? Parce que le marché du Sénégal, il est très petit.
Il est très difficile de faire du chiffre d'affaires dans le marché du Sénégal. Il est très difficile de faire du chiffre d'affaires dans le marché malien ou dans le marché ivoirien. Alors que maintenant, on a des ressources qui sont complémentaires. Donc je pense qu'on pourrait prendre exemple sur le modèle européen ou sur le modèle même asiatique. On prend l'exemple du Bangladesh, on prend l'exemple de l'Inde, on prend l'exemple du Pakistan, le Bangladesh a aujourd'hui le PIB le plus rapide en termes de croissance à travers le monde. Et vous savez c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont accompagné tous les gens qui travaillent dans le secteur numérique afin qu'ils puissent exécuter leurs prestations. Hier, j'étais au téléphone avec un Bangladais parce qu'il m'exécutait une prestation. Donc, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limitation. Quel que soit votre secteur d'activité, quelle que soit votre connaissance, vous avez la possibilité d'avoir la connaissance parce que les cours sont gratuits. Allez sur Coursera, allez sur Udemy, allez sur Internet. Vous allez avoir la possibilité d'avoir de la connaissance. Vous allez avoir la possibilité de faire de la prestation parce que le besoin existe. Chacune des entreprises a un besoin de digitalisation et de transformation digitale. Et vous avez la possibilité aussi d'atteindre plus de marchés parce que vos clients, ils sont tous connectés. Ils sont sur leur salon et Internet, c'est un autre pays. On peut le considérer comme le 6e continent. Alors, c'est vrai que l'Internet offre beaucoup d'opportunités, mais il faudrait également susciter cette confiance-là. Comment y parvenir? C'est ça la grande problématique, c'est-à-dire la confiance. Pourquoi la confiance? Parce que les gens qui utilisent Internet l'utilisent parce qu'ils ont confiance à l'outil ou bien parfois ils sont dans l'obligation de le faire. Imaginez une personne qui n'a pas, je dirais, un réseau social par exemple comme WhatsApp. Mais on vous forcera aujourd'hui à avoir WhatsApp. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de vous envoyer des messages vocaux, on a besoin de vous envoyer des images, des photos, des vidéos. Donc ce qui fait que quand vous n'êtes pas sur ces réseaux-là, vous êtes totalement exclu en réalité du monde branché, comme on dirait. Donc on vous oblige à utiliser ces réseaux. Maintenant, vous utilisez ces réseaux. Et après, vous vous rendez compte qu'il y a évidemment des défaillances, comme dans toute chose. Il y a un risque maintenant. Parce qu'on a, d'ailleurs, on a l'obligation de faire de telle sorte que les gens aient confiance à Internet. Pourquoi? Parce que si les gens n'ont pas confiance aux outils qu'on utilise, votre carte bancaire, vous n'allez jamais les mettre dans un distributeur. Si vous mettez votre carte dans un distributeur, sachant que dans cette fraction de seconde, les gens sont capables de pirater et d'utiliser vos données et de peut-être faire des virements bancaires à partir de votre compte, dans ce cas, on n'utilisera plus les cartes bancaires, on n'utilisera plus même les puces pour appeler au téléphone, parce que sinon, on dira que nous sommes en train d'être écoutés. Donc les gens ont besoin d'être rassurés. Je pense que c'est ça le rôle en réalité aujourd'hui des gouvernants, c'est de rassurer les personnes. C'est vrai, leur dire que tout n'est pas rose. De toute façon, il n'y a rien de rose dans leur vie. Il y a toujours, même les roses ont des épines. Donc il faut que les gens aient cette vision des choses. Donc je pense que c'est plus rechercher la confiance que les gens doivent avoir. Et la confiance, ils ont juste besoin d'être rassurés. Mais moi, j'ai un exemple que je peux prendre sur ça. Prenons l'exemple chinois. La Chine, aujourd'hui, on sait que c'est un État communiste, il y a plein de choses, etc. Mais moi, j'adore le modèle chinois sur le plan de la digitalisation. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils ont fait? TikTok, aujourd'hui, c'est l'application de réseau social qui est le plus utilisé à travers le monde. Numéro 1. Et savez-vous que TikTok n'est pas disponible en Chine alors que ça a été créé par des Chinois? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une application similaire qui s'appelle Douyin. Et qu'est-ce que Douyin fait? C'est qu'ils ont fait un filtre. Ils ont apporté d'abord une première législation pour te dire qu'il faut qu'on protège les enfants qui sont de moins de 13 ans. Et que maintenant, les gens n'ont plus droit à accéder à un certain type de contenu quand ils sont dans cette classe d'âge-là. Ils n'ont plus droit à jouer à plus de 2 heures de temps de jeux vidéo quand ils sont dans cette classe d'âge-là, ils n'ont plus le droit. C'est bien réglementé en Chine. C'est très bien réglementé. Oui. Donc, quand ils parlent de confiance, en fait, l'exemple que l'on peut avoir, c'est l'exemple chinois, où le parent, lui, il peut donner l'application à son enfant, il peut l'utiliser, sachant que... C'est parce qu'on observe ici en Afrique, les enfants se connectent, justement. Oui, mais il y a une alternative par rapport à ça, même si on n'a pas de réglementation qui revient sur le pouvoir du parent ou de la personne en question. Je vais en venir. Et donc, maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, dans tout leur écosystème, ils rendent leurs enfants plus intelligents parce qu'ils sont sur des choses de la robotique et autre chose. Et il y a un critère géopolitique qui entre là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que la Chine, étant intelligente, elle va dire que pour maintenant mettre en mal les autres pays, mais même comme les États-Unis, je vais abrutir leur population en leur forçant à utiliser du contenu divertissant à longueur de journée. Et on voit cette problématique-là. Maintenant, quand on parle aussi de la confiance, et je vais terminer sur ce point-là, c'est qu'aujourd'hui, Apple a fait un très grand travail là-dessus. Parce que quand on parle sur le plan des données personnelles, sur tous ces éléments-là, et le pouvoir que la personne peut avoir sur l'outil qu'il peut utiliser, Apple a fait ce travail-là. Aujourd'hui, quand tu as un enfant, tu peux réglementer le nombre d'heures avec le temps d'écran et tous ces éléments avec un mot de passe ou autre chose. Et là maintenant, ça te redonne une confiance parce que tu as la possibilité de toi-même pouvoir réglementer cela. Maintenant, il y a des éléments que la personne ne peut pas maîtriser.
D'accord, alors on va parler quand même des GAFAM. Je vais m'adresser à vous, vous permettez s'il vous plaît. Alors les GAFAM, l'acronyme des géants du web, hein, on connaît bien Facebook, Apple, Amazon, Google et Microsoft. Ces 5 grandes firmes américaines sont aujourd'hui hyper puissantes sur le plan économique, politique et même sur le plan de la liberté d'expression et de la censure. Ce qui fait de leur encadrement est plus que jamais une urgence aujourd'hui, d'où le projet européen de loi Digital Services Act. Il s'agit d'un texte de l'Union européenne qui vise à réguler les contenus publiés sur les plateformes et les plateformes elles-mêmes. Le texte veut être une arme de dissuasion massive à l'endroit des GAFAM. Alors, en tant qu'acteur du numérique, quelle lecture faites-vous de ce projet? C'est un projet ambitieux et c'est un projet qui vient à son heure. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, comme le disait mon ami Issa, Internet, c'est un autre monde, c'est le 6e continent. Et sauf que ce 6e continent est beaucoup plus puissant que les 5 continents réunis. Si vous prenez une structure comme Google, le chiffre d'affaires de Google, c'est le chiffre d'affaires, c'est parfois le budget de 10 pays ou 20 pays réunis. En termes de pouvoir financier, nous ne jouons pas le même match, nous ne sommes pas dans le même ring. Donc il faut qu'il y ait une législation, une réglementation de ces structures. Et la loi qui a été adoptée au niveau de l'Union européenne a deux pieds. D'abord, on protège l'utilisateur, mais aussi on va encadrer la manière d'agir du GAFAM. D'abord, par rapport à l'utilisateur. Aujourd'hui, quand un utilisateur fait un signalement, parce qu'il y a un discours haineux qui a été montré, il y a également des actes xénophobes ou même parfois des actes de racisme, quand la personne fait un signalement, automatiquement, la structure doit prendre en compte ce signalement et le traiter en envoyant un SMS, un message à la personne en lui disant que votre signalement a été pris en compte et nous sommes en train de le traiter. Et donc, on n'a plus besoin de cliquer 24 000 fois pour que notre signalement puisse être pris en compte. Et aussi, avoir la possibilité d'enlever totalement la personne qui a porté ce discours haineux sur les réseaux sociaux. Donc ça permet quand même de toiletter un peu l'utilisation que les gens faisaient de l'Internet. Et concernant la régulation et l'encadrement, désolé de vous interrompre, concernant justement cet encadrement, on voit quand même les États africains traîner les pas. Qu'est-ce qui l'explique? Parce qu'ils n'ont pas vraiment cette connaissance sur le plan de la réglementation. Vous savez, en fait, souvent, nous, on est des médecins après la mort, où on s'inspire du modèle européen ou du modèle américain pour exécuter des actions. L'Afrique devrait avoir sa propre législation sur le plan numérique, parce qu'on a une communauté qui est complètement différente. Et on n'a pas les mêmes problèmes. La raison pour laquelle maintenant cette législation a été prise en compte, c'est parce que c'est le principe du médecin après la mort. Il y a eu un acte de racisme qui a été fait où une personne a mis en direct l'assassinat de plusieurs personnes dans une mosquée. Ça, c'était déjà une problématique. Il y a eu maintenant un grand travail qui a été fait par quelqu'un que je connais très bien, qui s'appelle Tristan Harris, qui a même été l'initiateur du show de Netflix qui s'appelle Social Dilemma, où il montre comment est-ce que les GAFAM ont ce pouvoir d'influencer notre psychologie et de filtrer les informations que l'on reçoit. Et maintenant, dès qu'on se rend compte qu'ils ont ce pouvoir-là de pouvoir interagir sur nous, ça pose un problème. Et ces gens-là qui sont en Europe, ces gens qui sont aux États-Unis, ont une meilleure connaissance de ça. Mais l'Afrique ne devrait pas être en reste. Alors, on va quand même parler du Sénégal rapidement. Vous disiez que vous avez travaillé avec la Commission de protection des données personnelles du Sénégal, la CDP, et une étude qui a été faite il y a quelques mois, je dirais, cette étude parle des filles. Aujourd'hui, les filles sont exposées, elles sont des cibles prioritaires des cybercriminels. Comment faire pour protéger ces personnes vulnérables? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne qui a un enfant chez elle doit avoir une meilleure connaissance pour savoir que quand j'ai un enfant, que ce soit une fille ou que ce soit un garçon, il est vulnérable. Aujourd'hui, Internet permet à beaucoup de personnes de mettre un masque et de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est déjà une problématique. Alors, le travail qu'on a fait avec la CTP, ce n'était pas principalement sur la protection des mineurs au niveau d'Internet. C'était un travail qu'on avait fait pour la protection des données des utilisateurs dans l'Internet sénégalais. Donc, on avait fait l'African Internet Summit avec ISOC, qui est le chapitre sénégalais, qui est l'Organisation internationale pour la promotion d'Internet et d'utilisation d'Internet. Et beaucoup de personnes avaient fait un forum mondial où beaucoup de personnes s'étaient rassemblées pour trouver quelles sont les problématiques que l'État a
que les organisations internationales ont et que les acteurs et les utilisateurs du numérique ont dans la protection des données personnelles. Parce qu'on ne peut pas aller dans du tout-va, dans du branle-bas, où chaque personne a la possibilité de récolter vos données. Vous vous inscrivez dans un site, j'utilise votre date de naissance pour le communiquer à une autre entreprise qui va l'utiliser pour pouvoir vous cibler dans des publicités. Donc ça pose une réelle problématique. Donc malheureusement, aujourd'hui, la CDP n'a pas vraiment cette capacité de mater ou de restreindre même l'utilisation d'Internet, ou quand une personne fait une dérive. Il peut juste faire des alertes, faire comment les gens en fait, donner des conseils, donner son avis là-dessus, mais je pense qu'on devrait donner beaucoup plus de pouvoir, mais attention, je milite toujours pour le pouvoir d'Internet, mais il faut éviter ça. Je suis vraiment désolée, on est arrivé à la fin de cette émission, c'est tellement rapide. Merci pour vos réponses. À l'instant, nous avons justement Issa Touré, vous êtes spécialiste en transformation digitale et manager de Azerty Informatique, une agence spécialisée dans la transformation digitale des entreprises. Merci beaucoup pour vos éclairages. C'était un très grand plaisir pour moi. Je pense qu'on a abordé des sujets qui sont très intéressants et il faudrait même qu'on continue ce débat-là sur Internet. D'accord. Et justement, merci à vous, Mamadou Ciss. Vous êtes juriste, expert, formateur à l'école d'art oratoire et de leadership. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. Et comme Issa l'a dit, je pense que le débat était très passionnant. Et évidemment, on n'a pas épuisé tous les sujets pour montrer tout simplement qu'aujourd'hui, comme je disais, le numérique, c'est presque 6% du PIB africain. Et il a besoin d'être accompagné par les décideurs, par les gouvernants, parce que quand même, je pense qu'aujourd'hui, que c'est un outil qui peut véritablement changer le visage de l'Afrique. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt sur Média.